Nous avons ainsi prié au seul nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de gloire. Amen. Avec SID. Avec SID. Avec SID. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Congo et Colombo. Congo et Colombo. Congo et Colombo. Merci. Femme du président élu, qui, à mon humble avis, mérite tout le temps d'être rappelé. Il y a premièrement l'intégrité du territoire et la pacification de l'ensemble de notre pays. Mais aussi, il y a la cohésion nationale. Et aujourd'hui, le Congo, effectivement, a besoin d'être pacifié. L'heure est grave. La cohésion nationale, colonne vertébrale de l'unité de notre pays, est gravement menacée. Au moment où notre pays est agressé par le Rwanda, je suis convaincu que ce qui se passe à Kwamouth n'est pas un fait isolé. À coup sûr, il doit participer d'un complot ourdi par les ennemis de notre pays pour le déstabiliser et au besoin provoquer son implosion. Aucun Congolais digne de ce nom ne peut l'accepter. Il est donc du devoir de tout un chacun de se mobiliser pour stopper cette poussée divisionniste et protéger l'héritage que nous ont légué nos pères de l'indépendance. C'est ainsi que j'en appelle à la prise de conscience de chacun de nous et au sens de responsabilité qui doit nous caractériser en pareilles circonstances pour prendre la mesure du danger existentiel qui guette notre vie. J'appelle en conséquence tous les Congolais vivant à Kwamouth au calme. Je sais que le Yaka et le Teke sont un même peuple et ont toujours vécu en parfaite harmonie. Les actes affreux qui s'y commettent aujourd'hui ne font pas partie de notre culture. C'est pourquoi j'exhorte tous les Congolais à la vigilance et surtout à ne point céder à une quelconque instrumentalisation ou manipulation qui mettrait en mal la concorde nationale. Nous devons absolument combattre le démon de la division. Et en aucun cas, il ne doit triompher sur la cohésion de la grande famille congolaise. Ainsi, je clame tout effort, Congo et Kolo Moko. Congo, un pays uni et indivisible. En écho à notre hymne national qui doit résonner et vibrer à l'intérieur de chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Congo. Fait à Kinshasa le 24 août 2022. Martin Fayulu Madidi, président élu. Voilà, pour le programme d'aujourd'hui, en principe, nous aurons 3 intervenants, disons 4. Nous allons commencer par, on devait en principe commencer par la situation qui prévaut à Kwamouth, mais aussi aujourd'hui dans le Kwilu, parce que vous savez que ce qui a commencé à Kwamouth, lancé par notre ambassade à Bangui, en Centrafrique, qui affirme que les militaires ou les contingents rwandais qui est déployé dans la mission de l'ONU en Centrafrique déploient plutôt ces troupes le long de notre frontière. Et je voudrais vous rappeler que l'actuelle dame qui dirige la MINUSCA, la mission des Nations Unies en Centrafrique, est rwandaise. Comprenez tous les... En fait, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment M. Kagame et le Rwanda fonctionnent.
Ils sont en train de nous distraire avec des histoires de négociations avec Tshisekedi. Mais dans l'entretemps, eux, ils passent à la vitesse supérieure du côté ouest du pays. Parce qu'on avait déjà prévenu que la présence de l'armée rwandaise en Centrafrique, le fait pour le Rwanda d'avoir acheté 2 bases militaires au Congo-Brazzaville, en face de Kinshasa, on savait déjà que quelque chose se préparait. Malheureusement, ces régimes ici, les gens sont dans la jouissance, dans les mariages. Et lorsque le Congo-Brazza a vendu des bases militaires au Rwanda pour nous surveiller de près, notre prétendu gouvernement n'a rien fait pour protester. C'est là qu'il fallait commencer, ça n'a pas été fait. Donc nous avons aujourd'hui toutes les raisons de croire que le Rwanda est derrière ce qui se passe également à Kwamout. Alors, je reviens maintenant pour la situation actuelle en Ituri. Je crois que vous avez suivi que le premier ministre de M. Tshilombo, M. Sama Lukonde, a séjourné à l'est, donc en Ituri et au nord Kivu, encore une fois selon lui pour procéder à l'évaluation de l'état de siège. Je rappelle que c'est la 3e fois en 17 mois d'état de siège que M. Sama Lukonde arrive pour la même mission. Il est déjà revenu dire qu'il vient évaluer l'état de siège. Et à chaque fois qu'il le fait, tout le monde lui dit non, on ne voit pas, on ne voit rien on ne voit rien qu'on attend même. Il faut lever cette histoire. Mais au moins cette fois-ci, pour une fois, toutes les forces vives de la province nous ont dit qu'il faut immédiatement lever l'état de siège. Parce que le problème c'est quoi? Au même moment, la CENI annonce le début de l'opération d'enrôlement des électeurs d'ici décembre, même si nous n'avons même pas de calendrier électoral. La question, on se demande comment on va faire l'enrôlement sans calendrier électoral. Lorsque des journalistes posent cette question à M. Tshilombo, il dit que le calendrier électoral, c'est pas ça qui organise les élections. Donc selon Tshilombo, on commence par l'enrôlement des électeurs, ensuite les élections et après les calendriers. Mon Dieu. Alors, mais au moins, si la CENI dit qu'elle va commencer l'enrôlement des électeurs d'ici décembre, je vous rappelle ici que l'enrôlement des électeurs, c'est une opération politique. Les gens doivent tenir des meetings pour préparer ou pour encourager la population à aller se faire enrôler. Mais les activités politiques sont supposées suspendues sous état de siège. Même si nous voyons des caméras en train d'aller tenir des meetings, en fait, les seuls qui sont autorisés à tenir des activités politiques, c'est les gens de la famille de Tshilombo. Nous avons vu Moïndo Zangi aller lancer son parti là-bas. Nous avons vu Kamere, même l'épouse de Tshisekedi était partie là-bas, elle a tenu un meeting. Mais nous, l'opposition, vous ne pouvez pas oser. Vous ne pouvez pas oser, on va vous opposer l'état de siège. Donc en fait, c'est un état de siège qui n'existe plus que de nom. Alors, donc là, je disais que par rapport à la visite de M. Sama Lukonde, tout le monde lui a dit qu'il faut lever en toute urgence cette histoire d'état de siège. Mais on sait que ce n'est pas la première fois qu'il arrive et qu'il dit j'ai écouté, je vais donner rapport et puis il n'y a rien qui va suivre. Parce qu'au même moment, on a prorogé l'état de siège, je crois, dans le Conseil des ministres de ce vendredi. Alors, je crois que l'honorable Kaseko va nous parler du séjour de M. Sama du côté du Nord Kivu. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'Ituri, tout le monde a été clair. D'ailleurs, au Nord Kivu, ils sont dans des manifestations d'ailleurs pour réclamer la fin de cette histoire d'état de siège. Alors, côté sécuritaire, c'est que il n'y a rien qui a évolué. La province semble placée dans une situation carrément de non-État où les groupes armés se promènent partout, se combattent pour contrôler des sites miniers, pendant que les généraux qu'on a envoyés là pour prétendre faire un état de siège, eux-mêmes sont dans les affaires, ils sont à la recherche de l'or, ils sont en train de vendre les militaires aux Chinois, aux entreprises chinoises
qui exploitent de l'or, y compris dans la réserve de Fonaokati, où toute exploitation est interdite. Donc, sous cette administration militaire, ces généraux sont allés chercher tous les Chinois partout où ils se trouvent au monde, où ils sont en train de les amener là-bas. Et vous allez trouver que des militaires qui sont censés protéger la population protègent plutôt les Chinois. Il y a une société, par exemple, dans le territoire de Mambasa, une société chinoise, ça s'appelle Kimia Mining. On me dit que cette société est gardée par plus de 200 militaires FARDC. 200 militaires. Dans cette région où les ADF contrôlent la quasi-totalité de la route nationale numéro 4. Donc, des militaires qui étaient censés faire la guerre, protéger la population, protègent plutôt les Chinois en échange de l'or pour le compte des généraux qui sont là et qui disent qu'ils sont venus nous donner la paix. Voilà la vraie situation. Donc, vous allez trouver dans tout un village, il y a 2 militaires moins armés, et quand les ADF attaquent, ils ne peuvent pas résister. Et c'est la population qui doit mourir tous les jours. C'est pour cela que nous, on a demandé à ce qu'on laisse les militaires rentrer, se consacrer uniquement aux opérations militaires. C'était une erreur de les avoir mêlés dans la gestion politique et administrative des provinces. D'ailleurs, il faut craindre même que l'erreur de M. Tshilombo d'avoir mêlé les militaires au pouvoir politique, ils prennent déjà le goût, ils prennent déjà le goût du pouvoir politique avec tout ce qu'il y a comme argent, tout ce qu'il y a comme avantage du pouvoir. Et c'est comme ça qu'ils ne veulent plus quitter là-bas. Ils ont besoin qu'on les laisse le plus longtemps possible. Le général nous connaît à Ituri en train de corrompre tout le monde, les députés nationaux, tout le monde, les députés pour les notabilités locales, pour dire non, il faut maintenir l'état de siège. Et c'est pour la première fois évidemment, il a tenté encore lorsque M. Samaloukonde était là, pour la première fois au moins, la grande majorité a dit clairement que non, c'est terminé, il faut mettre fin à cette histoire d'état de siège. Parce que nous, on ne peut pas aller à l'enrôlement des électeurs sous état de siège. C'est inacceptable et je crois que la hiérarchie du parti va devoir communiquer sur ça. On parle d'aller aux élections, on se dit qu'on veut organiser l'enrôlement. La première chose à faire, c'est lever l'état de siège. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mwanambo Khalid Malembe. Vous nous arrive pour nous parler de la situation. Pour parler de la situation sécuritaire n'est pas différente, qui n'est pas détachée en Ituri, comme mon camarade de l'occupation. 106 jours où Bunagana est occupé, mais également plusieurs villages et groupements voisins à Bunagana. Vous avez le groupement de Jumba, vous avez le groupement de Bweza, vous avez le groupement de Kisigari, vous avez le groupement de Boussanga. Le fameux 23 occupe des villages. Dans ce groupement-là, la cité de Bunagana, elle est la plus emblématique. Ces villages ont été occupés par ces gens du M23 depuis le mois de mars. Et cette région-là constitue les greniers agricoles du territoire de Rutshuru et de toute la partie sud du Nord Kivu. De telle sorte que, avant que cette partie ne soit sous occupation des agresseurs, un sac de haricots coûtait $55 en ville de Goma. Mais depuis que l'agression a occupé ces zones, le sac de haricots est passé à $83 à Goma. Une différence d'environ $30. Et ce prix est encore maintenu à ce niveau parce que jusqu'à ce jour, le territoire de Massissi fournit la récolte. Cette récolte qui va bientôt prendre fin avec ce mois de septembre, c'est dire que d'ici octobre-novembre,
la flambée du prix des haricots, des denrées alimentaires dans la partie Est sera beaucoup plus forte. Mais qui dit partie Est dit également Kinshasa parce que beaucoup de denrées que nous consommons ici viennent de là. Alors, pendant que ces entités demeurent sous occupation, les populations qui habitaient autochtones de ce coin ont prévu. Une partie s'est orientée en Ouganda, une autre au centre du territoire de Rutshuru, une autre partie est venue jusque dans les périphéries de Goma. Toutes ces populations sont sans assistance. Bien plus, il y a de cela 2 semaines, l'Ouganda a décidé d'expulser ces populations-là pour les contraindre à retourner dans les zones sous occupation du M23. Les populations ont refusé. La société civile du territoire de Rutshuru, avec des notabilités en province, ont mobilisé des moyens de transport pour amener ces populations de l'Ouganda vers le centre de Rutshuru, où ces populations sont sans assistance. Mais les services de sécurité ougandaises ont escorté 2 gros camions, des gros bus dans lesquels il y avait une centaine de compatriotes, et ces services les ont ramenés de force jusqu'à Bunaga. De cet état de lieu, vers la partie nord de la province, en ville de Butembo, je vous ai rappelé ce qui s'est passé dans la nuit du 9 au 10 août, où les présumés ADF ont organisé une attaque spectaculaire contre la prison. Ils ont porté plus de 822 détenus jusque dans la chefferie voisine de Bachou. Il n'y a eu aucune poursuite contre ces gens-là. Alors qu'il n'y a pas de forêt, ce ne sont que des champs. Et donc, toute la ville des évadés était visible aux yeux de tout le monde. Mais tous les services de sécurité, services de défense, se sont refusés d'intervenir. En territoire de Beni, Irumu, Mambasa, Djougou, la situation sur le plan de l'état des lieux ne cesse de se détériorer, comme l'a dit Luc Malémé. Avant l'état de siège, les tueries, de même que les incendies de véhicules, étaient déplorés dans la zone qui va de Eringeti à la ville de Beni à Kassindi, et dans toute la forêt de Mayango, ce qu'on appelait le triangle de la mort. Depuis l'instauration de l'état de siège, les ADF ont considérablement élargi les rayons d'action. D'abord sur tout le territoire de Aru, ils sont partis de Eringeti pour attaquer à maintes reprises les agglomérations de Mambelenga, de Otomabe, de Idou, de Ofaye, de Komanda, de Tchabi, de Boga, non seulement jusqu'à Komanda, mais ils ont longé la route qui va vers Mambasa et plusieurs agglomérations, notamment Bandiboli, Bawanza, Mungamba, Lolwa, Tontoli, Mandima, Mayuano, Lwemba, Biakato, Teturi, Bela, Diapanga, Makiki. Toutes les agglomérations sont victimes de massacres à répétition. À 16 ans d'état de siège, ils ont élargi les rayons de massacre jusqu'à une distance de 300 km de longueur, 200 km de largeur. Et je rappelle ici que Mambasa n'est pas loin de Kisangani. Mon camarade a parlé déjà de la réserve à Okapi, c'est à Mambasa et Poulou. Mambasa à moins de environ 200-250 km de Kisangani. Si donc ils ont pu
étendre les massacres sur une longueur de 300 km en 16 mois, sans rencontrer la moindre facile, rien n'interdit que dans les mois qui suivent, ces gens-là se permettent d'aller jusqu'aux portes de Kisangani. Et Kisangani, c'est le chemin direct vers Kinshasa par le fleuve. C'est-à-dire que l'intégrité territoriale est gravement entamée au quotidien. Chaque jour où nous laissons faire ses aventures, rassurons-nous que le pays est en train de perdre des postes entiers qui passent sous les contrôles des groupes terroristes. À côté de cette intégrité territoriale qui est gravement entamée plus que jamais, le nombre de victimes de cette tuerie ne cesse d'augmenter. Le dernier rapport publié par deux collègues élus de Butembo a relevé le nombre de 4500 personnes massacrées dans les 3 territoires de Irumu, Mambasa, Beni. Si vous y ajoutez le nombre de personnes tuées à Djougou, ça dépasse les 1000. Ça c'est jusqu'à la date du 31 mars. Mais si vous ajoutez ceux qui ont été tués en avril, mai, juin, juillet, août, septembre, eh bien, nous avoisinons facilement les 7000 à plein état de siège. Sans compter le nombre de véhicules incendiés au quotidien. À Ville de Goma, c'est pareil. Il se développe ce que l'on appelle le phénomène 40 voleurs. En réalité, ce ne sont pas. Vous avez les gouverneurs militaires, vous avez les vice-gouverneurs policiers, vous avez le maire de ville policier, vous avez les deux bourgmestres. Mais, à plus de ce phénomène qui prend de l'ampleur, vous avez des cas de kidnapping au quotidien. Voilà quelques éléments de l'état des lieux. Face à ce tableau sombre, la société civile de la province du Nord Kivu a déclenché une série de manifestations pacifiques. La première annonce de manifestation avait été lancée à mi-août par la société civile du territoire de Rutshuru, qui avait annoncé une marche pacifique qui devait partir de Rutshuru jusqu'à Goma, c'est-à-dire une marche sur une distance d'environ 75 km. Cette marche était prévue pour le 22 août. Le gouverneur militaire s'est donné la peine d'aller à la rencontre des populations de Rutshuru pour prendre langue avec elles et les rassurer que la cause de leur colère allait trouver une réponse favorable. La revendication de la société civile était déplacée de Rutshuru était laquelle? C'est que la population constate que depuis le début du mois de juillet, les FARDC ne lancent plus de facile. Les initiatives d'attaque sont déplorées dans les rangs des agresseurs M23 et alliés. Les FARDC ne font que défendre leur position vaillamment. Et la population ne comprend pas pourquoi, en dépit de la volonté dans les rangs des militaires, en dépit de la présence significative des militaires, on dirait qu'il y a un ordre de cessez-le-feu unilatéral. Et la population, sous l'initiative de la société civile, a lancé donc cette initiative de marche. Le gouverneur militaire, au cours de son séjour à Rutshuru, il a rassuré que des offensives allaient être lancées et que Bunagana allait être récupéré. À la suite de cette entrevue, la société civile a dû surseoir son initiative de marche, mais un mois plus tard, rien ne change.
d'où l'initiative lancée par la coordination de la société civile du Nord Kivu, appelant à 2 journées villes mortes en date du 26 hier et le 27 aujourd'hui dans la ville de Goma comme en territoire de Rutshuru. La population a observé scrupuleusement ce mot d'ordre. Hier comme aujourd'hui en ville de Goma, boutiques, écoles, banques étaient systématiquement fermées. Les commerces dans les marchés n'ont pas fonctionné, la circulation n'a pas fonctionné. Et par solidarité, le week-end dernier, les habitants de la ville de Bukavu, par la continue à travers la société civile, ont aussi lancé un mot d'ordre pour une ville morte qui a été observée aujourd'hui, 27 septembre 2022. Les revendications qui sous-tendent ces journées villes mortes sont à 3. La première, mettre fin à ce cessez-le-feu unilatéral et laisser les mains libres au FARDC pour libérer Bunagana et toutes les agglomérations sous occupation du M23 et de ses alliés. Deuxièmement, demander la levée de l'état de siège qui n'a plus sa raison d'être. Et tertio, demander le retrait de la MONUSCO qui a avoué qu'elle n'était d'aucun secours face au M23. Alors, est-ce que ces manifestations sont attendues? Jusqu'ici, il n'y a pas de réponse. Et la société civile compte intensifier ce mot d'ordre, sauf changement. À Béni, ces manifestations sont prévues pour le jeudi prochain. Voilà de ce qui est de ces manifestations-là. Enfin, je voudrais parler, avant de terminer, de la fameuse force régionale. Nous apprenons que les Burundais sont déjà au sud Kivu pour traquer les rebelles burundais de Red Tabara. Nous apprenons également que des contingents kenyans seraient entrés par la frontière de Ishasha à territoire de Rutshuru, mais l'information n'est pas encore vérifiée, que le matériel serait entré par Kassini, mais d'autres sources disent par Goma. Il n'y a pas encore de confirmation là-dessus, mais ce qui est révoltant, c'est que le général kenyan qui vient à la tête pour commander cette fameuse force régionale aurait déclaré que les troupes kenyanes ne viennent pas pour affronter les M23. Elles viennent plutôt pour servir de forces tampons entre le M23 et les FARDC pour éviter de nouvelles violences et permettre à ce que le processus de Nairobi aille bon train aboutisse. Si telle serait la mission pour laquelle cette force régionale intervient, elle ne différerait en rien à la première conception de la MONUSCO, qui était venue comme une force d'interposition en vue de permettre la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu de Lusaka et s'interposer entre les belligérants de l'époque et favoriser le dialogue. Autrement dit, la force régionale s'interposerait entre FARDC et M23. Il n'y aurait plus d'offensive. Pendant ce temps-là, le dialogue commencerait entre le pouvoir de M. Tshilombo et les M23. Et le pays contributeur de ces troupes de la force régionale, comme nous l'avons vécu sous la MONUSCO,
ce pays-là vont faire de leur déploiement un motif, un objet de chantage, de pression, pour que rapidement l'on réponde au cahier de charges du M23 afin de permettre à la force régionale d'être élevée dans l'intervalle de 6 mois initialement convenu. Et de continuer à croiser les bras, laisser ces manifestations être l'affaire de Goma, de Rutshuru, de Beni, Butembo, Bukavu, parce que avec ces accords-là, eh bien, le Rwanda, l'Ouganda, tel que Guy Thérèse l'a dit, tel que Macron a tenu la main de ces deux poulets à New York, eh bien, les accords qui vont sortir de ce schéma de dialogue qui est déjà à vue, l'arrivée de Obasanjo le mois dernier à Kinshasa et son apparition autour de M. Félix Tekamere, le déploiement, la tournée de Tekamere aujourd'hui à l'Est, où il prétend prêcher au nom du dialogue, ce ne sont pas des faits anodins. C'est-à-dire que, comme en janvier 2007, avec les accords de mixage, comme en janvier et mars 2009, avec le fameux accord du 23 mars 2009, un nouveau schéma d'accord est en route et qui sera défini en dehors du contrôle de l'opinion publique congolaise, en dehors même des fameuses institutions telles que le Parlement qui ont complètement démissionné. Il ne reste donc que les contrôles citoyens pour dire non à cet agenda qui va davantage hypothéquer la souveraineté de notre pays et fragiliser l'armée et les services de sécurité tels que nous en connaissons les conséquences. Face à cette menace, la société civile du Nord Kivu estime qu'il est impérieux de lutter davantage pour que rapidement l'état de siège soit levé. Parce que finalement, on comprend que le motif caché de l'état de siège serait finalement d'empêcher aux populations de se mobiliser pour rejeter cet agenda-là, s'opposer à cette force tampon de la force régionale. Au nom de l'état de siège, les manifestations seront systématiquement réprimées et il faudrait que par solidarité, comme sous l'occupation de 98-2023, que ce soit les Congolais habitant les villes libres qui se mobilisent à vue de sauver le pays de cette menace. Quand cela ne tient, la population de Goma a par exemple démontré le 20 décembre 2021, lorsque nous avons appris l'éventualité du déploiement de la police rwandaise à Goma, eh bien, cette population est sortie massivement. Et c'est sa mobilisation qui a mis en échec cet agenda de déploiement de la police. Si donc ce schéma de force tampon se confirme, je peux vous rassurer que la population de Goma, la population des grandes villes du Nord Kivu, de Rutshuru, la population de Bukavu ne vont pas rester bras croisés parce qu'il en va du salut de notre pays, il en va de la défense de l'intégrité de notre territoire. Enfin, je termine par quelques observations sur la communication de M. Tshilombo, d'abord à la tribune des Nations Unies à New York, et ensuite son interview sur France 24 et RFI. Alors, à la tribune des Nations Unies, il a tenu un discours de façade, un discours de fermeté de façade destiné
simplement à séduire et à tromper l'opinion publique congolaise. Un discours dans lequel il a pointé du doigt le Rwanda, un discours dans lequel il a dénoncé la Libye de l'argument évoqué par le Rwanda, celui de la présence des FDLR à l'est de la RTC et de leur prétendue collaboration avec certains officiels congolais. Mais ce qui contredit le discours d'apparence de M. Félix, c'est notamment un certain nombre de faits. D'abord, différemment de son discours de septembre 2021, dans lequel il s'était appesanti sur l'état de siège qu'il venait d'instaurer 4 mois avant, en le présentant comme la mesure de salut public, dans son discours du 21 septembre 2022, il s'est interdit de parler de l'état de siège. Certainement que sa conscience l'accusait du fait du fiasco de cet état de siège.